L'Association des Amis de Pierre Gripari présente Conversation avec Anne-Martin Conrad sur la vie et l'œuvre de l'écrivain Pierre Gripari. Première partie. Enregistrement fait à Paris en juillet 2022. Anne-Martin Conrad, je vous remercie de nous accueillir chez vous pour parler de l'écrivain Pierre Gripari que vous avez très bien connu pendant des années et avec lequel vous avez été ami. Vous avez été entre autres libraire, journaliste et, à la mort de l'écrivain, secrétaire général de l'Association des Amis de Pierre Gripari pendant une dizaine d'années, où vous avez défendu et rendu hommage à sa mémoire et à son œuvre que vous connaissez très bien et qui est très importante, même si celle-ci reste pour le moment peu connue du public. Rappelons que Pierre Gripari a écrit 14 romans, 34 pièces de théâtre, 141 nouvelles, des essais, des articles, des préfaces, 3 recueils de poèmes, des fables, etc. Vous avez également dirigé et publié un ouvrage qui est sans doute le livre le plus important écrit sur Pierre Gripari, dans la collection Les Dossiers H aux éditions L'Âge d'Homme, et qui est une mine d'or, une source d'information importante pour ceux qui s'intéressent à cet écrivain. En 2010, vous avez co-signé avec Jacques Marlot, ancien maître de conférence à l'université Lyon 3, un Gripari dans la collection Qui suis-je aux éditions Pardès. Plus récemment, en septembre 2020, vous avez contribué à un numéro de la revue Libre Arbitre avec un texte absolument magnifique qui s'intitule « Pierre Gripari, infréquentable pour l'interrogation », portrait de l'écrivain en joyeux pessimiste, où s'entrelacent vos souvenirs personnels, la biographie et l'œuvre dans leur contexte, qui mettent en relief la modernité plus que jamais de la pensée de Pierre Gripari. Nous en reparlerons certainement longuement dans notre entretien. J'invite également les auditeurs de cet entretien à écouter un enregistrement sur notre canal que nous avons fait il y a quelques semaines à Paris et qui s'intitule « Dans les pas de Pierre Gripari », enregistrement où vous nous racontez la vie de l'écrivain à travers un parcours qui va du boulevard de Port-Royal où il vécut pendant 15 ans à la rue Broca et à la rue Mouffetard des fameux Comtes. J'aimerais, Anne-Martin Conrad, que l'on commence par le commencement de l'histoire et que vous nous racontiez en quelle année et dans quelles circonstances vous avez connu Pierre Gripari. Alors, c'est un souvenir assez vague. Je ne me rappelle pas des circonstances précises. Ça devait être en 1967, si mes souvenirs sont bons. Ça fait donc très longtemps. Et à cette époque-là, j'avais avec mon mari une librairie. Nous tenions une librairie dans le centre de Paris, rue de Vaugirard. Et bon, il y passait pas mal de gens qui finissaient par être des connaissances et puis éventuellement des amis. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre Gripari. Je ne sais pas quand il a mis les pieds dans cette librairie pour la première fois. Mais je sais qu'il est vite devenu un hôte très agréable à fréquenter, très gentil, très drôle, très aimable, on va dire. Et il faisait son tour dans Paris, c'était un grand promeneur, hein. C'était un piéton de Paris, comme on dit. Il faisait son tour et il venait nous dire bonjour, il regardait les livres. Et surtout, quand un Lucky Luke sortait, il s'installait dans un coin de la librairie avec le Lucky Luke et on l'entendait rire aux éclats et il se régalait avec les Lucky Luke. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Ensuite, dans cette librairie, dans les années qui ont suivi, en 1970, on a installé un théâtre dans le sous-sol de cette librairie qui s'appelait Les Anamorphoses. Et puis, comme il avait écrit pour le théâtre, on lui a ouvert la possibilité de jouer sa pièce qui s'appelait Les Cloches de Kitège. Et c'est Guy Moigne, un comédien avec lequel il a beaucoup travaillé, avec lequel il était très ami, Guy Moigne et Nell Raymond, sa femme, qui a monté le spectacle et qui l'a joué même. Voilà. Et puis en dehors de ça, on est devenus très amis, très liés. Je ne l'ai plus jamais perdu de vue jusqu'à sa mort. Donc j'ai vu tout son parcours avec les moments très difficiles quand l'époque terrible où il était refusé par tous les éditeurs sur la place de Paris, par 17 éditeurs. Et puis le moment où il a quand même rencontré d'abord Robert Morel. Il a été édité chez Robert Morel. Et puis ensuite, Vladimir Dmitrievitch, L'Âge d'Homme. Et là, les choses ont commencé à être plus heureuses pour lui. D'autant plus que dans la même période, ses contes pour enfants ont été édités chez Grasset Jeunesse, dont c'était le métier et qui faisait ça très bien et qui avait des très bons réseaux de diffusion et qui a fait de lui un auteur très connu, très célèbre pour la jeunesse.
D'accord. on dit. Quels étaient les sujets de conversation que vous aviez généralement avec Pierre Gripari? Alors, Pierre Gripari, d'abord, quand on lit certaines de ses réflexions, on se dit qu'il est sombre, pessimiste, et c'est vrai. Mais il avait dépassé le stade de l'ultime pessimiste, de telle sorte qu'il n'y avait plus qu'à en rire, et il était extrêmement drôle, il avait beaucoup d'humour. Il ne parlait jamais directement de ses problèmes personnels, il ne se plaignait jamais de rien. Il avait beaucoup de dignité pour ça, parce que franchement, sa vie n'était pas facile. On le savait, on savait qu'il avait du mal à être édité, qu'il écrivait dans cette solitude qui fait qu'on ne sait pas si le livre sortira, quoi. Et il n'avait pas beaucoup de lecteurs, évidemment, ça enchaînait là-dessus. Et donc c'était difficile pour lui, parce que toute sa vie, c'était l'écriture, la littérature et les livres. Et donc il n'en parlait jamais directement, mais on le savait, et on respectait, enfin les gens qui étaient autour de lui respectaient cette discrétion. Personne ne lui disait mon pauvre vieux, alors ça va pas, etc. Tout était. Il avait beaucoup de. Il supportait ça avec beaucoup de vaillance, quoi. Parce qu'il y a eu notamment une période difficile quand il a été, on peut dire, renvoyé des éditions, La Table Ronde. Il est resté un certain moment sans éditer. Oui. Ça a dû être très très difficile pour lui à ce moment-là. C'était très difficile parce qu'en plus, c'est-à-dire que le fait qu'il soit édité par La Table Ronde, c'était un malentendu total. Il a été introduit à La Table Ronde par Michel Déon, qui avait vu sa pièce Lieutenant-tenant, qui l'avait beaucoup aimé, qui a demandé à lui parler, enfin avec qui il a eu une relation s'est installée. Ils ont même eu une correspondance, une petite correspondance, et Michel Déon à ce moment-là est parti s'installer à Spetses, je crois, une île grecque, et ils ont échangé quelques lettres très amicales, et Michel Déon l'a introduit à La Table Ronde, où il était un auteur très, très célèbre, très aimé, mais La Table Ronde à ce moment-là c'était un brûlot de la réaction contre Sartre et toute sa bande. Enfin, il y avait une charge politique énorme à La Table Ronde, surtout avec la guerre d'Algérie. C'était très anti-gaulliste. Jacques Laurent était aussi un maître à penser dans cette maison d'édition. Donc ils avaient leur niche, comme on dit, et c'est une maison d'édition qui marchait bien à l'époque et qui a son rôle à jouer dans l'histoire de l'édition et de la pensée à cette époque-là. C'était évidemment aussi le milieu des fameux hussards, même s'ils n'étaient pas forcément édités là. Enfin bref, c'était tout un petit monde. Et Gripari, là-dedans, avec des contes pour enfants, c'était pas bienvenu. On l'avait édité. On avait édité Pierrot la Lune et les contes de la rue Broca. Phosphornologue également, et d'autres. Mais ça n'a pas marché parce que les contes de la rue Broca, c'était pas illustré. C'était un livre dans la collection Vermillon. Et sur les rayons des libraires, ça n'avait pas de signification. Il aurait fallu que ça soit dans des rayons pour la jeunesse. À ce moment-là, la littérature de jeunesse n'était pas encore l'industrie qu'elle est devenue d'ailleurs. Donc c'était un malentendu. Et puis quant à Pierrot la Lune, quand on sait ce qu'il raconte, c'est-à-dire une jeunesse quand même un peu problématique, son adolescence avec la prise de conscience de son homosexualité, le fait qu'il l'assume tout de suite, il n'a pas rasé les murs en ayant honte, etc. Il l'a assumé douloureusement, je pense, enfin j'étais pas dans sa peau et je le connaissais pas à cette époque-là, mais je pense qu'il a fait front quoi, à tout ce que ça pouvait représenter. Vous imaginez, dans les années 50, c'était pas comme maintenant. Hein. Donc à La Table Ronde, on n'avait rien contre le fait, mais l'espèce de sincérité qui prenait les gens un peu à la gorge, quoi. Et c'est ça que Pierre voulait, il ne voulait pas déroger. C'était pas du tout dans le public des gens de La Table Ronde hein, et des lecteurs de cette maison d'édition. Donc voilà, c'était un pur malentendu, ça ne pouvait pas marcher. Et s'il était resté à La Table Ronde, enfin c'est impensable, mais s'il y était resté et qu'on édite petit à petit ces livres et qu'ils vendent à 3000 ou 5000 exemplaires chacun, bah, il n'aurait pas été pris chez Grasset Jeunesse. Et il n'aurait pas eu le grand succès qu'il a eu avec les contes pour enfants qui lui ont permis de vivre.
À un certain moment, dans les années 70, il a commencé à vivre de sa plume, il a cessé de faire des petits boulots, comme il disait, le matin, pour se payer sa chambre d'hôtel et sa nourriture, quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, comment est-ce que il est passé, comment est-ce que les contes de la rue Broca sont passés des éditions de la Table Ronde à Grasset Jeunesse? Ça doit être à la fin des années 70. Alors ça, c'était dans le courant des années 70, et c'est Jean-Pierre Rudin, et on a entendu parler quand même des contes de la rue Broca par les enfants, les bibliothécaires. C'est Jean-Pierre Rudin qui était libraire à Nice, qui était un grand libraire, connu, même pas seulement, qui rayonnait en dehors de Nice, qui avait, quand il arrivait à Paris, il faisait sa tournée des éditeurs, c'était un personnage dans la librairie en France. Et c'était un bon libraire, il était amoureux de la littérature, il la connaissait très bien, et en même temps, c'était un bon commerçant. Donc il lisait beaucoup. Et un jour, il est tombé sur les contes de la rue Broca, il a été emballé, il l'a porté aux bibliothécaires et à certains instituteurs qui connaissaient à Nice et autour. Il leur a fait lire et il dit, par amour ou par force, j'ai forcé les gens à l'aimer. Alors il a fait une grande vitrine des contes pour Gris Paris, il l'a fait venir de Paris. Gris Paris il n'en revenait pas. Enfin voilà, et à ce moment-là, c'est remonté. Enfin, on peut dire que le succès des contes de la rue Broca est parti de la base. C'est pas le monde de l'édition qui l'a. Et alors évidemment, en ce qui concerne les relations mondaines, les réseaux et toutes ces choses-là, Gris Paris n'était pas. D'ailleurs, c'est même pas qu'il n'était pas doué pour ça, c'est que ça lui était parfaitement étranger. Il n'aurait jamais joué ce jeu-là pour avoir un prix, pour entrer à l'Académie française ou quoi que ce soit. C'était pas du tout son genre, il en était totalement incapable. Et donc il a fallu des hasards comme ça, vous voyez. Et puis la rencontre avec Vladimir Dmitrievitch, ça c'était vraiment miraculeux parce que c'est un grand éditeur. C'est pas seulement un éditeur qui avait du succès, qui était connu, qui était prestigieux. C'était vraiment un grand éditeur qui aimait la littérature. Je me souviens de l'avoir entendu un jour dire, cet homme-là, pas à propos de Gris Paris d'ailleurs, quelqu'un lui disait « Ah oui, ben c'est beau ce livre-là que vous avez édité, il est bien, mais ça marche pas, ça se vend pas. » Alors il a dit « Les gens lisent pas, bah tant pis pour eux. » Il faisait ce genre de réflexion, mais il le ressentait vraiment. Donc il était fait pour s'entendre avec Gris Paris. Ils étaient tous les deux amoureux de la littérature. Bon, Gris Paris était très 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 attiré par la Russie, par la littérature et la musique et le cinéma russe. Il avait beaucoup d'attirance pour ça. D'ailleurs, beaucoup de ses contes pour enfants sont inspirés par le célèbre Afanassiev, le Grimm des Russes. Et il connaissait ça. Il avait étudié le russe quand il était à la CGT. Il travaillait dans une entreprise à la Mobiloï. C'était la Mobiloï à cette époque-là. Ça n'existe plus. Enfin, c'était avenue de la Grande Armée, oui, ça n'existe plus. Ça a déménagé. Il faisait un petit boulot dans un coin dans cet endroit. Puis comme il était au Parti communiste à ce moment-là, les gens de la CGT l'avaient pressenti on voyait bien qu'il était cultivé, qu'il lisait, donc tout naturellement, il lui avait confié la bibliothèque du comité d'entreprise. Et lui, il étudiait, grâce à eux aussi, il étudiait le russe, il prenait des cours du soir de russe. Et alors, comme bibliothécaire, évidemment, il était incomparable, sauf que, au lieu de recommander les œuvres pies du régime et les traductions des auteurs à la mode dans cette période-là en Russie, que la CGT voulait promouvoir, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il y ait dedans, lui, il recommandait Gogol et des gens comme ça. Alors, ça a mal tourné, ça s'est pas bien terminé. Puis, enfin, il est sorti du monde communiste assez tôt, d'ailleurs. Voilà. On parlait tout à l'heure de Pierrot la Lune, qui est un livre auquel il tenait beaucoup, qui est un grand livre qui a été publié en 1963, qui est une sorte de roman autobiographique, de roman, même s'il y a contradiction entre les deux termes, de roman de formation. Oui, c'est tout à fait ça, c'est un roman de formation. Je voulais savoir, est-ce que Pierre Gris Paris vous parlait de sa vie, de sa famille? Non, très peu. Il passait très rapidement, il ne cachait rien, il n'était pas, c'est pas la question, mais non, il n'était jamais dans les confidences. Vous savez, Pierre Gris Paris,
il était dans on parlait des événements, des choses qui se passaient, évidemment de littérature, de musique, surtout la littérature et la musique plus que la peinture, mais enfin l'art l'intéressait de toute façon, tous les arts l'intéressaient. Et il en parlait, ça lui passait au travers, ça. Au contraire de beaucoup de gens pour qui c'est un divertissement. Bon, la plupart des gens, s'ils ont bien travaillé à l'école, ils ont une culture de base. Après, ils lisent de temps en temps un truc, mais c'est de l'ordre du divertissement. C'est pas leur vie. Tandis que pour Gripari, c'était vraiment quelque chose dont il était formé complètement. Et pour lui, les héros de la littérature, c'était des gens aussi vivants que vous et moi. Quand on parlait avec lui, quand il y avait une conversation, qu'on passait des soirées ensemble, qu'on dînait ensemble, etc., il nous parlait de tous ces gens-là. Alors, les gens qui l'aimaient entraient tout à fait dans cette logique. D'ailleurs, en fait, il n'était pas du tout... Il était solitaire, oui, parce qu'il le voulait, mais il n'était pas du tout... C'était pas un pauvre misérable qui soupirait tout seul dans sa soupente, hein. Au contraire, il faisait effort pour conserver des moments de solitude. Il ne voulait pas se divertir, justement, il ne voulait pas de divertissement. Et donc, il était très recherché parce que sa conversation était absolument passionnante. On y apprenait beaucoup de choses. Et il avait une vision en plus pleine d'humour sur les personnages pour lesquels on a souvent une espèce de révérence. Parmi les gens cultivés ou universitaires, n'en parlons pas, mais lui, il les mettait au niveau de nous autres, quoi, nous tous chacun, comme on dit. Et sa conversation était passionnante à cause de ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai connu quand j'étais jeune, et je lui dois énormément de choses sur non seulement les connaissances que j'ai acquises avec lui, parce que chaque fois que je passais du temps avec lui, j'apprenais quelque chose, bien sûr, mais en plus, la tournure d'esprit qu'il avait pour aborder les choses. Évidemment, il avait une culture extraordinaire, mais il n'avait pas fait d'études, hein. Il n'avait pas été gâté par le milieu universitaire, par le côté parasite des universitaires sur les auteurs, vous savez, qui vivent au crochet des auteurs célèbres et qui leur enlèvent toute sève, quoi. Souvent, enfin, je fais une généralité et c'est un parti pris un peu, mais en ce qui concerne Gripari, c'était vrai. Et il a écrit un choix. Vous savez, il a été critique de théâtre à la fin de sa vie, pendant un petit moment, pour les écrits de Paris. Les écrits de Paris, absolument. Et donc, je crois qu'il n'était pas payé d'ailleurs pour faire ça, mais il allait au théâtre, ce qui lui convenait. Donc il allait voir des pièces, il écrivait. Et quand il avait affaire aux classiques, il nous les remettait pas du tout comme les metteurs en scène le font en voulant absolument tirer les classiques vers le woke et les préoccupations contemporaines, mais il les mettait dans une situation de vie réelle, quoi. Et il a fait un recueil à la fin de sa vie qui s'appelle Notes d'une hirondelle, puisqu'une hirondelle, c'est quelqu'un qui va au théâtre gratis en étant invité parce qu'il fait des critiques et tout ça, c'est le nom, c'est l'argot du théâtre. Alors que lui, si vous me permettez une petite parenthèse, lui, et ça c'est Alain Pocard qui me l'a révélé, payait sa place. Alors ça dépend, quand il allait pour les écrits de Paris, je crois pas, non, il avait des invitations quand même. Il n'arrivait pas en disant « je m'appelle Gripari, je fais des critiques, laissez-moi entrer ». C'est pas du tout ça, mais je pense qu'il avait quand même des... Et puis vous savez ce qu'il a fait aussi, il a travaillé, il a été caissier à l'Alliance Française. C'était un théâtre, l'Alliance Française, boulevard Raspail à Paris avant. Et il était caissier là, pour gagner 4 sous quand il était... Mais là c'est longtemps avant quand il était jeune. Et puis aussi dans un endroit qui a disparu, qui était un truc formidable, c'était le Grand Guignol. Le Grand Guignol, c'était un théâtre qui était... Moi, je ne suis jamais allée, je ne le connais pas, mais c'était du côté de Montmartre, je crois. C'était un truc genre boulevard du crime, vous savez, c'était une trace de ce qu'avait été le boulevard du crime, avec des trucs fantastiques, de vampires, avec un côté, des mises en scène terribles, avec des éclairs, etc. Et il était caissier, là aussi. Donc, il s'est formé là. Et il a écrit beaucoup pour le théâtre, hein, vous le savez. Alors, j'ai dérogé. C'est moi qui vous ai interrompu, excusez-moi. Oui, quand vous me disiez comment il se comportait en société, et ben voilà, il était toujours très animé, très. Il avait une conversation vraiment vivante.
on n'avait jamais l'impression qu'il était fatigué, qu'il était triste et tout ça. Jamais. Il était, ce dont il parlait l'animait au sens propre du terme, lui donnait vie, vraiment. Et puis il était très recherché, donc je vous disais, ce qui fait qu'il avait même du mal, je crois, à se garder des soirées lui tout seul, parce qu'il était souvent invité à dîner. Et alors je vous disais qu'il était très attiré par tout ce qui était slave, russe, etc. C'est une des raisons, je pense, pourquoi il a été vraiment très lié avec Vladimir Dmitrievitch, qui était justement un slave de la plus belle eau, si je puis dire, pour ce que j'en ai connu tout au moins, mais je l'ai moins bien connu que Gripari. Et alors, mon mari et moi, souvent, quand il venait à la librairie, le soir, on fermait la librairie et on allait dîner ensemble dans un endroit qui était vraiment, qui était la quintessence de ce monde slave. C'était la cantine du conservatoire Rachmaninov. Le conservatoire Rachmaninov, c'est une école de musique qui existe toujours, je crois, enfin j'espère tout au moins, en l'état actuel des choses là ces derniers mois. Je sais qu'ils ont eu des ennuis, genre des graffitis, des choses comme ça, parce que c'est la Russie de chez la Russie, là, tout à fait. Oui. Donc c'est situé sur les quais de la Seine, pas très loin de la maison de la radio. C'est un bel immeuble, un bel hôtel particulier du 19e. Et les Russes blancs, quand ils sont arrivés après la Révolution, ceux qui avaient des sous, ils se sont payés ce conservatoire où ils avaient leurs profs, leur musique, et on apprenait la musique russe là. Et ça a été un lieu très, très prestigieux hein, du point de vue de l'enseignement de la musique. Et puis évidemment, il y avait une cantine, c'était une école, donc il y avait une cantine au sous-sol dans la cave, avec un cuisinier absolument extraordinaire. Alors ça, évidemment, moi je ne vous parle pas de l'époque des Russes blancs parce que j'étais pas née, mais dans les années 70, dans les années 60, 70, donc il y avait cette cantine au sous-sol. Alors il y avait des tables avec des petites nappes à carreaux, et puis il y avait la table de messieurs, mesdames les professeurs au fond, et puis des tables pour les étudiants, etc. C'était une mise en scène déjà tout à fait dépassée, enfin vieillotte pour l'époque. Le cuisinier était dans un antre, vraiment. Alors là, les normes d'hygiène et de l'Union européenne, je vais vous dire, ça n'aurait pas pu marcher. Mais il faisait un bortsch qu'on sentait jusque dans la rue. Il faisait de la très bonne cuisine russe. Et alors, il y avait des serveuses le soir. Et le soir, c'était un restaurant ouvert au public. Donc, on y allait dîner, on emmenait Gripari dîner. Là, souvent, c'était pas du tout luxueux, hein, c'était pas très cher. Il y avait un truc extraordinaire, c'est qu'il y avait des serveuses avec des petites jupes noires et des tabliers blancs à volant, classiques, quoi. Et puis, c'était la splendeur russe et la misère russe en ce moment, en même temps. Vous voyez, il y avait les deux côtés. Il n'y a que les Russes qui savent gérer ça. Et dans le fond de la salle de la cantine, il y avait un énorme réfrigérateur américain, vous savez, ceux qui étaient dans les films des années 50, qui impressionnaient, c'était l'époque des arts ménagers, et tout ça. Donc, elle allait, quand on commandait de la vodka, elle allait ouvrir la porte, et il n'y avait rien d'autre que des bouteilles de vodka dans ce réfrigérateur. Ça brillait parce que la lumière passait au travers des bouteilles. C'était absolument fascinant. Et alors Gripari, quand on l'emmenait là, il était dans un état de ravissement. Nous aussi d'ailleurs, c'était très amusant et très agréable ce lieu. Et alors il se régalait, il racontait des trucs en russe, il mangeait, il buvait avec un plaisir, lui qui était extrêmement frugal hein, dans la vie et qui n'était pas du tout un ivrogne qui ne buvait pas. D'ailleurs il avait mal à l'estomac s'il buvait, il n'était pas question qu'il boive. Mais il était absolument ravi, c'était un vrai plaisir. C'est pour vous dire que la fréquentation de Gripari, elle était plutôt tonique. Hein. Enfin, elle l'a été énormément pour moi en tout cas, mais je ne suis pas la seule, je pense. Mais par rapport à la Russie, non seulement il parlait le russe, mais il a été aussi en Russie. Il a fait un voyage en Russie. C'est beaucoup dire, il se débrouillait. Il l'avait étudié très soigneusement, mais plutôt en écrivant, en travaillant sur Afanassiev, justement, parce qu'il voulait lire les contes d'Afanassiev dans le texte. Et puis il avait même quelques notions de vieux slavon, vous savez, la langue particulière de la liturgie orthodoxe. Et alors il était ami avec Vladimir Volkov pendant plus tard. Hein. Mais quand il a connu Vladimir Volkov, ils ont sympathisé puisqu'il était russe et qu'ils causaient du pays, tous les deux bien sûr. Et puis Vladimir Volkov l'a emmené chez sa mère
à lui, qui était une vieille dame russe très, très pieuse, et elle était absolument fascinée par le fait qu'il connaissait, il pouvait lui réciter du vieux slavon. Alors là, elle était complètement, complètement admirative de Pierre. Alors après, un jour, il a fait un voyage en Russie, un voyage organisé, parce qu'il vivait très très chichement, comme vous le savez, Ouais. mais il était organisé, hein, il n'était pas... Il l'a dit d'ailleurs, et c'est une nuance très intéressante qu'il a signalée dans l'émission qu'il a faite, Radioscopie, Avec Jacques Chancel. Jacques Chancel. en Jacques Chancel lui disait, 1978. mais alors, vous n'avez pas d'argent, enfin je ne me rappelle plus la question, et il avait dit, ah, mais j'ai connu la pauvreté, mais pas la misère. Oui, c'est au début de Et l'émission, Et absolument. c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, il a toujours été. Il avait très très peu d'argent, mais il calculait en fonction et il l'acceptait. C'était comme ça. Alors il faut dire que dans les années 50-60, quand il était vraiment. Qu'il avait très peu d'argent, justement, tout le monde travaillait. Il n'y avait pas de chômeurs. Hein. On travaillait comme on voulait. S'il avait voulu gagner plus, il aurait très bien pu avoir un poste un peu plus important dans une entreprise et il aurait gagné sa vie correctement, mais il voulait du temps pour écrire. Et quand il était jeune, je pense, d'ailleurs c'est vrai pour Pierrot Lalune, il écrivait pas comme ça, comme Antoine Blondin, ou vous voyez des gens comme ça qu'on a c'est prêt sous la plume tout de suite. Il écrivait avec beaucoup d'attention, il y revenait, il était très... Il passait du temps quoi, à écrire, hein. C'était Oui. une vraie... D'ailleurs, pour Pierrot Lalune, j'ai lu qu'il avait écrit 5 versions Oui, différentes. il a écrit plusieurs fois. Alors après, il a eu plus d'aisance, on va dire, enfin je peux appeler ça comme ça, parce que Pierrot Lalune est un aussi beau livre que ce qu'il a écrit à la fin de sa vie, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, il avait pris une espèce de souplesse, quoi, voilà. Donc, oui, l'important, c'est son comportement social et amical. Et puis, c'est un homme à qui l'amitié a beaucoup réussi. Il a eu vraiment des très bons amis, je crois. Il était très sensible à l'amitié et il a eu beaucoup de satisfaction parmi ses amis, je pense. Mais bon, je ne connaissais pas toute sa vie et pas tous ses amis. Hein. Il y a une bonne partie de ses amis que j'ai connus après sa mort parce qu'il avait des tiroirs quand même. Il ne mélangeait pas les gens. Il n'y avait qu'un moment où il y avait un peu des mélanges, c'est quand il faisait une séance de dédicace. Dans ma librairie, évidemment, chaque fois qu'un livre sortait, on lui a fait des séances de dédicace et on lui faisait une grande fête et il était très heureux. À ce moment-là, il parlait avec ses lecteurs et voilà. Bon, à ce moment-là, il y avait toutes sortes de gens qui venaient, mais que je ne connaissais pas forcément. Mais il n'éprouvait pas le besoin de faire des grandes réunions, de créer du lien, comme on dit maintenant, entre ses amis. D'accord. Mais il était très attentif, très gentil. En plus, bon, je pense que ça s'est pas trop passé avec moi, mais quand ses amis avaient des problèmes, il était plutôt attentif et gentil. Bon, il venait pas leur tenir la main du matin au soir, mais il demandait des nouvelles. Enfin, il était attentif, quoi. C'était pas du tout un homme égoïste Alors il y a autre chose qui est très marquant dans sa personnalité. Donc il vivait comme un moine soldat, hein, vous l'avez très bien décrit. Mais il y avait aussi le fait qu'il finalement il était totalement détaché de tout ce qui est matériel. Il vivait très chichement. Oui. Et j'ai lu aussi que quand on lui offrait un cadeau, il s'empressait de l'offrir ensuite vraiment pour se débarrasser. Comment vous l'expliquez, ça? Eh bien, ça, je le comprends très bien, hein, parce que, bon, vous êtes jeune, vous verrez en vieillissant comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on finit par être, dans notre monde, on finit par être écrasé par les objets. Bon, quand on a une voiture, des machines, 2 maisons, 3 maisons, enfin bon, on ne peut pas coucher dans 3 lits à la fois. Et puis, ça donne énormément de soucis. Il y a toujours un truc qui ne marche pas, il faut garer la voiture, il faut la faire réviser, la télé, il faut faire venir le réparateur, enfin bref, il ne voulait pas de tout ça. Et
il y a beaucoup de gens, même dans notre monde, hein, qui ont cette attitude. Mais lui, c'était poussé à l'extrême. Et pour lui, c'était la condition d'une liberté maximale qui lui permettait de ne penser qu'à son travail. Alors, je ne sais pas s'il avait eu du succès, parce qu'évidemment, l'âge d'homme ne lui a jamais demandé, n'était pas du tout dans cette logique-là, ne lui a jamais demandé de faire ce que doivent faire les auteurs, c'est-à-dire se montrer, être dans les... bon, je ne parle même pas des médias seulement, c'est plus désagréable d'aller faire un entretien dans une télévision ou une radio, à moins qu'on vous pose des questions tout à fait à côté de votre travail ou de ce que vous faites, ce qui arrive souvent. Mais aller dans les salons à travers toute la France, faire des rencontres qu'on n'a pas forcément envie de faire et qui sont... Pour lui, c'était totalement une perte de temps et il n'était pas obligé de faire ça avec l'âge d'homme. Donc ça, c'était très bien. Mais même ça, ça lui aurait pesé. Ce qu'il voulait, c'était travailler, écrire, faire son œuvre. Et après, il était très content si c'était édité, s'il avait plein de lecteurs. Il ne cherchait pas spécialement à les connaître, à les rencontrer. S'il les rencontrait et que les gens étaient intéressés, il était content, bien sûr. Il était sociable, hein, tout à fait sociable. Mais bon, c'était pas son approche tellement. Il disait d'ailleurs qu'il ne faut jamais écrire pour un public, qu'il vaut mieux pas connaître son public quand on écrit ou quand on fait œuvre, de toute façon. Ça me fait penser à une phrase de Marguerite Yourcenar qui disait qu'elle se fichait des modes, oui, et qu'elle écrivait, c'était une grande helléniste également, et que finalement elle n'écrivait pas du tout sur son, comment dirais-je, oui, pour plaire, et puis dans la société voilà, dans l'air du temps, dans la société dans laquelle elle vivait. Enfin, les mémoires d'Adrien, par exemple, n'a rien à voir avec l'époque dans laquelle elle vivait. Une grande bonne femme. Tout à fait. Oui, et tout ce qu'elle a fait d'ailleurs, l'œuvre noire aussi, c'était... Les nouvelles orientales. J'avais une question aussi sur, toujours sur Gris Paris évidemment, par rapport à la ville de Paris, qui je pense est en lien aussi avec l'écriture. Quel était le lien que Pierre Gris Paris voit à la ville de Paris, où il a presque toujours vécu, parce qu'on sait qu'il a vécu en province un petit peu, il le dit dans Pierre ou la Lune, mais c'est vraiment à Paris qu'il a fait toute sa vie et qu'il a écrit ses livres. Oui. Ben, il aimait bien avoir un lieu familier, hein, mettre ses pas dans ses pas, c'était quand même un homme d'habitude. Il devait considérer aussi qu'en respectant ses habitudes, en n'allant pas trop vers le monde extérieur, il économisait de l'énergie. Vous voyez, qu'il consacrait à sa vie d'écrivain. D'accord. Je pense, parce que c'est vrai qu'il aimait beaucoup Paris, il marchait beaucoup dans Paris, et manifestement, quand il marchait, il était comme Nietzsche, considérait que marcher, ça faisait fonctionner l'intelligence d'une manière créatrice. Et puis il y a beaucoup de poètes qui le disent, hein, que le rythme de la marche est bénéfique pour mettre en route une chanson, enfin un texte rythmé ou rimé ou musical, quoi. Donc mais il avait quand même une vie intérieure. Je pense que, bon, ça m'est pas trop arrivé, mais on pouvait le rencontrer dans Paris, qui marchait boulevard de Port-Royal, il vous voyait pas forcément. Vous voyez, c'était pas un curieux, hein, il n'allait pas il n'allait pas à la découverte. Et puis je crois pas qu'il allait beaucoup dans des musées alors au spectacle, il y allait pour l'opéra, parce que ça, il aimait beaucoup l'opéra. Alors il se payait un abonnement chaque année. Et c'est du luxe, hein, un abonnement à l'opéra, ça l'était et ça l'est toujours. Ça l'est encore plus, je crois, maintenant. Mais, tout à fait. Mais en tout cas, alors il allait à l'opéra en sandales, hein, comme ça, à l'époque où on était encore un peu bien habillé pour aller là-bas. Il offrait aussi l'abonnement à son copain Clerget, son fameux copain avec qui il a étudié le russe, avec qui il faisait des traductions, avec qui il le retrouvait tous les dimanches après-midi. Ils écoutaient de la musique et ils travaillaient sur les langues, ils étudiaient Léopardi ensemble, enfin des choses comme ça. Alors ils allaient déjeuner dans une pizzeria pas très loin d'ici, une des rues, c'est rue du Départ, je crois, rue de l'Arrivée, je ne sais plus laquelle, une des deux côtés là, de la gare Montparnasse. Et puis ça fait un peu partie d'une promenade Gris Paris possible, quoique ça soit excentré par rapport à la rue Broca et à Port-Royal.
Et c'était une pizzeria avec un décor de la baie de Naples, etc. Pas très joli, mais ils avaient leurs habitudes là. Ils se retrouvaient, ils étaient très contents. Et puis l'après-midi, ils la passaient à étudier, à travailler. Et ils étaient allés ensemble au festival de Bayreuth. D'accord. Pierre Grippari, je crois quand la maison de Saint-Dié a été vendue, qu'il avait un petit peu de sous, il s'est offert le festival de Bayreuth avec son copain clergé qui l'a emmené, qui était un ami un copain de régiment, comme on disait, quand les gens faisaient leur service militaire. Et puis voilà, c'était un vieux célibataire assez très gentil, très discret, très timide, très cultivé, qui travaillait au théâtre de l'Odéon, où il faisait des textes pour les programmes, des choses comme ça. Un petit boulot lui aussi, mais voilà, tous les deux vieux garçons, ils faisaient ça le dimanche. Et puis, ils sont restés fidèles l'un à l'autre toute leur vie. Et ils ont découvert plein de trucs ensemble. Ils se régalaient à découvrir plein de choses. Et c'est avec Clerget qui venait chez moi aussi, à la fin de La vie de Pierre, travailler la musique avec mon mari. D'accord. Alors Claude Clerget, hein, le prénom c'était Claude. Je fais juste une petite parenthèse pour nos auditeurs qui seraient, et pour ceux qui ont lu le dossier H, on peut trouver une photo de Claude Clerget chez Dany, la fameuse gargote où Pierre Grippari avait ses habitudes en bas de chez lui quand il habitait au 48 rue de la Folie-Méricourt. Ils sont assis côte à côte, voilà, donc il y a une photo de Claude Clerget. Ils étaient très amis, très fidèlement liés, c'était une belle relation, très respectueux l'un de l'autre. Vraiment, je les ai assez bien connus les deux ensemble, et c'était plutôt un plaisir. Enfin, encore une chose pour laquelle Grippari est quelqu'un de très estimable, pour lequel j'ai une grande admiration, pas seulement comme écrivain, mais comme homme. C'était quelqu'un qui n'avait pas de petites pensées, de petites passions, de rien. Il n'était pas calculateur, quoi. C'était pas du tout. Pas du tout, mais en même temps, c'était pas un idiot naïf du tout. Hein. Bon, je pense que c'est son pessimisme qui l'aidait à vivre, il faut le dire. Alors, on a parlé de Paris, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de la province, et plus exactement de Saint-Dié-sur-Loire. Oui. Pierre Grippari n'aimait pas trop la province. Alors là, pour le dire, je m'appuie sur Pierrot la Lune. Pareil, 1963. C'est une chronique tout à fait qui doit correspondre absolument à la réalité. Oui. Alors, est-ce que je ne vais pas dire cette détestation, mais le fait qu'il n'aimait pas la province peut s'expliquer par le déménagement de ses parents à Saint-Dié-sur-Loire? En partie, sans doute, par les souvenirs de l'enfance, de la fin de l'enfance, qui était extrêmement pénible, parce que sa mère était absolument scandaleuse, elle était réputée ivrogne, trompant son mari ouvertement dans une petite ville comme Saint-Dié-sur-Loire, vous imaginez, c'était insupportable, quoi. Enfin, c'était insupportable, les gens devaient s'en régaler, et ça occupait leur causerie. Les conversations. Mais pour les enfants, c'était terrible, pour des enfants adolescents. Surtout que Pierre Grippari, et ça on le voit on peut le lire dans Pierrot la Lune, il était totalement conscient de ça. Et il en a souffert, très clairement. Bien sûr. Et je pense que, oui, c'est pas spécialement la province, c'est ces souvenirs-là. Vous voyez, souvent, dans la vie, c'est comme ça. Hein, quand on n'a pas été heureux dans un lieu, on n'a pas envie d'y retourner. Donc, il a cherché, il était vraiment comme un lion en cage là-bas. Il a voulu échapper, il est venu à Paris pour échapper alors à tout l'ensemble, à ses souvenirs, voilà. Parce que son père aussi, il avait eu des mauvaises relations avec son père. Peut-être que si son père avait vécu, qu'il était devenu centenaire, il se serait réconcilié. Mais comme il est mort quand Pierre était adolescent, vraiment encore, les choses ne se sont pas arrangées. Et voilà. Dans les dossiers H consacrés à Pierre Grippari, toujours pour rester sur la province et Pierrot la Lune, on peut voir des photos de la maison de son enfance qu'il avait décrit justement dans Pierrot la Lune, comme une sorte de petite maison sans relief. Je ne vais pas dire une bicoque, mais bon, vraiment sans relief. Et pourtant, on est surpris par le charme de cette grande et belle maison quand on regarde les photos que vous avez publiées. C'est impressionnant. C'est plus qu'une maison, c'était une dépendance d'un... C'était un bien qui appartenait à un monastère et qui faisait circuler sur la Loire des
du blé ou enfin des céréales, enfin des choses comme ça, des biens en tout cas. Et c'était un lieu qui était pour l'administration de ce genre de choses. C'était pas une maison d'habitation seulement. Après, ça a dû être un peu transformé, mais la maison et le jardin étaient vraiment très beaux. Et puis, quand on passait sous la maison est évidemment sur une petite route, et on pouvait passer sous la route depuis la maison. Il y avait un tunnel, la route formant le pont, quoi. Mais ça ne se voit pas quand on est à l'extérieur. On passe sous cette route et on arrive dans un verger où on se croirait dans une miniature des très riches heures du Moyen-Âge, vous savez, du duc de Berry ou un truc comme ça. C'est un lieu qui évoque ça. Vous me direz, c'est les bords de la Loire, mais c'est comme ça. Et enfin, le Berry n'est pas au bord de la Loire, mais je veux dire, c'est cette ambiance de douce France un peu. Et au bout de ce verger, qui est assez grand, il y avait une terrasse qui domine la Loire. C'était vraiment une propriété magnifique. Alors, elle n'était sans doute pas mise en valeur quand ses parents l'ont achetée comme maintenant, mais c'était une belle propriété. Mais bon, vous savez, un enfant entre 10 et 20 ans, je crois qu'on ne s'intéresse pas trop à ce genre de choses. La maison, vous êtes allé la voir, hein, on précise pour nos auditeurs. Vous êtes allé sur place en 1995, je crois. Oui, je ne m'en souvenais pas, mais vous me le dites. Je me souvenais pas de l'année. On peut trouver justement ce témoignage dans un article de Philippe Pastorino, dans les dossiages de Pierre Gripari. Un article qui est vraiment, que j'aime beaucoup dans ce dossiage. D'ailleurs, ce dossiage, vous avez dit dans votre introduction que j'ai fait un dossiage, mais vous avez dirigé. Coordonné, mais je veux dire, j'ai eu l'aide de beaucoup de gens et je suis très contente de certaines collaborations qui étaient vraiment non seulement utiles à la documentation à propos de Pierre Gripari, parce que le projet de ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, quand les gens s'intéressent à Gripari, ils aient une mine d'informations, mais en plus, il y avait beaucoup de sympathie, beaucoup de sentiments personnels, on va dire, qui font que c'est vraiment ressenti, comme on dit. Voilà, donc Philippe Pastorino, il est venu avec nous. Il y avait Alain Pocard, Philippe Pastorino, un couple de gens qui avaient connu Pierre à Saint-Dié, enfin pas la femme mais l'homme, qui s'appelait l'Esprit, je me souviens plus de son prénom, et qui était très âgé, enfin il est mort je pense, mais je l'ai perdu de vue en tout cas ce monsieur. Et puis Elisabeth, une amie d'Alain Pocard, qui nous avait conduits dans sa grosse voiture. Elle avait une grosse voiture très, très vaste, on avait pu y aller tous ensemble et c'était vraiment un très beau voyage par rapport à Gripari, pas forcément très gai parce qu'on a trouvé des traces où il n'y avait pas beaucoup de sympathie. Mais le notaire chez lequel il a travaillé, dont il parle abondamment dans Pierrot la Lune, tout à fait. On l'a vu, il était encore vivant, c'était un vieux monsieur, et il était content de nous voir. Il a parlé de Gripari d'une manière assez détachée, mais je crois qu'il était excédé du fait qu'il était homosexuel. Là, lui, il ne passait pas là-dessus. Il ne l'a pas exprimé comme ça, mais enfin, je pense qu'il était resté sur cette impression qui était sans doute très vive dans le village à l'époque où Gripari avait travaillé chez lui. Et puis, il tapait bien à la machine. Bon, ça, évidemment, c'est important pour un écrivain. Et alors, Pierre Gripari, qui était quand même reconnaissant sans doute d'avoir gagné sa vie chez lui, s'il en avait vraiment besoin, il était tout seul avec son frère, il n'y avait plus de parents. C'est comme ça que son frère est allé travailler dans une scierie un peu plus tard. Il l'avait invité à voir la pièce en 62, à voir Lieutenant-Tenant. Alors le notaire est venu à Paris spécialement, il a porté ses pas au théâtre et il a vu Lieutenant-Tenant. Bon, il a trouvé ça bien mais sans plus. Enfin, tout était comme ça, très lisse quoi. C'était drôle, mais c'était intéressant aussi parce que c'était une vision de la vie de Gripari dans ce village. Alors par rapport à Saint-Dié toujours, et toujours par rapport à l'article de Philippe Pastorino, il écrit donc que la maison a été vendue donc à la fin des années 50 par Pierre Gripari et son frère, et il disait que malgré tout, donc à l'époque où vous avez été donc à Saint-Dié en 1995,
il écrit cette phrase, moi, qui m'a beaucoup marqué. On se souvenait encore des Gris-Paris. Comment est-ce que vous pouvez interpréter cette phrase? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu aussi une connotation négative, pas seulement positive. Parce que, à vrai dire, j'avais écrit à plusieurs personnes avant, j'avais préparé le voyage. Je voulais qu'on fasse un voyage vraiment qui apporte des informations, pas seulement la nostalgie. Et donc j'avais écrit ou téléphoné, je ne me souviens plus, au notaire. J'aurais voulu faire une opération avec l'école. Il y avait une école avec un instituteur, enfin il y a une école à Saint-Dié, je pense qu'elle existe toujours. Et je m'étais proposé d'arriver avec des livres d'enfants, de les distribuer, puis qu'on parle un peu de Gris-Paris, qu'on fasse un petit peu de lecture, etc., qu'on rencontre l'instituteur. Pour ça, il fallait qu'il collabore et qu'il parle de Gris-Paris aux élèves avant. Et je présumais qu'à Saint-Dié-sur-Loire, peut-être déjà, on connaissait Gris-Paris, enfin on apprenait Gris-Paris. C'était au programme de l'éducation nationale d'ailleurs, oui, les contes de la rue Ploquin. Il était quand même déjà célèbre. Absolument. Et l'instituteur, rien du tout. Il n'a pas répondu, il n'a rien voulu faire. Alors il y avait une bibliothécaire, si on peut appeler ça comme ça, c'était une femme plutôt gentille, ni vieille ni jeune, elle n'avait pas connu Gris-Paris, elle. Mais elle nous a raconté que beaucoup de gens avaient parlé de la famille Gris-Paris, pas spécialement de Pierre, mais de la famille Gris-Paris autour d'elle. Et elle avait une petite bibliothèque de rien du tout qui ouvrait un après-midi par semaine où il y avait des traductions américaines, enfin vous savez, des trucs de ce genre d'endroit. Je ne sais même pas s'il y avait du Gris-Paris, on en avait apporté un peu. Et elle ne l'avait pas lu, mais enfin elle était pleine de curiosité éventuellement, etc. Mais elle était gentille, elle nous avait bien accueillis, elle. Et puis voilà, donc elle avait la notion, elle avait fait le pont, elle avait la notion que les gens du pays avaient papoté bien longtemps après le départ des deux garçons, en tout cas. Et puis ce fameux monsieur L'Esprit qu'on avait emmené, qui était adhérent à l'association Gris-Paris, qui s'était inscrit et qui était un monsieur très, très gentil, très discret, mais très gentil. Lui, il avait vécu à Saint-Dié jeune. Il était de la génération de Gris-Paris, justement, c'est pour ça que je dis que c'est un vieux monsieur, ou c'est plus un monsieur de toute façon. Mais, et il avait assisté au fait que Gris-Paris, quand il y avait, vous savez, c'était la période de la fin de la guerre, de la libération, donc tout le monde était dehors à brandir des drapeaux, à chanter, à se dire résistant, etc. Enfin, il en parle d'ailleurs dans Pierre au la Lune, il en parle très bien. Comme il faut en parler. Marcel Aimé aussi dans Uranus. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il aime bien la liberté d'esprit dont Marcel Aimé a fait preuve d'ailleurs par rapport à tout ça. Oui. Gris-Paris, il appréciait ça. Il aimait beaucoup Marcel Aimé. Il l'appelait le patron. Oui. Ça veut tout dire. Et alors, donc, Monsieur L'Esprit, je me souviens plus de son prénom, mais c'est dans le dossier H en tout cas, disait qu'il avait été au bal avec lui, il l'avait connu là. Ils allaient se baigner aussi en groupe avec des jeunes filles et des jeunes garçons, enfin les jeunes de Saint-Dié, quoi. Ils n'avaient pas tellement d'autres distractions, donc ils allaient se baigner dans la Loire, dans un bras qui a disparu même, qui a été ensablé. Et alors, la baignade, ça allait encore, mais au bal, il fallait danser. Et Pierre, il n'était pas question qu'il danse, ça ne l'intéressait absolument pas. Et donc, il jouait du piano comme un furieux. Il animait les soirées en jouant du piano. Il gagnait quelques sous, comme ça, c'était très bien. Il faisait ça dans les villages alentours aussi. Et comme ça, il n'y avait pas besoin de danser. De danser avec les dames, voilà. C'était surtout oui, ça. Parce que danser avec des hommes, c'était pas possible de toute façon. Ça se faisait pas à l'époque. Et je pense que, sans doute que les filles de Saint-Dié ne le considéraient pas comme un héritier intéressant qu'il fallait scotcher pour l'épouser, mais je pense qu'il était physiquement, il était pas mal, hein, Paris. Il y a un aspect qu'on connaît mal de Pierre Gris-Paris, c'est justement, vous en avez parlé, il jouait du piano. Est-ce que vous pouvez nous parler du Gris-Paris musicien ? Moi je l'ai entendu jouer un petit peu, mais d'une manière, il ne se prenait pas du tout au sérieux quand il jouait, quand moi je l'ai connu. Mais enfant et adolescent, il a dû étudier le piano assez sérieusement. Enfin en tout cas, il avait des connaissances musicales qui lui permettaient, par exemple, avec mon mari, il étudiait l'harmonie, il était au-delà du solfège, vous voyez, c'était pas seulement quelqu'un qui joue de mémoire ou qui déchiffre une partition comme ça facilement. On dirait qu'avec le piano, il faut quand même connaître la musique
plus qu'avec certains instruments, comme les instruments avant ou le violon. Mais il avait des bonnes connaissances musicales, techniques, même pas seulement historiques et culturelles. Et alors moi, je l'ai entendu jouer quand on passait des soirées, quelquefois quand il y avait un piano, il s'y mettait volontiers. Alors il nous jouait La mort d'Isolde dans la transcription de Liszt, mais ça devenait pas sérieux très vite. Et puis il passait à son répertoire justement des bals avec Stern von Rio, qui était un tango très connu à l'époque de la Libération, ou un répertoire de ce genre. Et puis ça durait pas très longtemps, il n'était pas non plus... Et il regrettait de ne pas avoir de piano, mais bon, c'était pas possible dans les endroits où il habitait. Il aurait voulu jouer. Et quand il travaillait avec mon mari, c'est parce qu'il aurait voulu écrire sur ses poèmes de la musique. Alors, quant à ses goûts, je n'ai jamais tellement entendu parler de ses goûts musicaux. Je pense que ce que je sais, c'est qu'il aimait l'opéra par-dessus tout. Mais c'est pas compliqué, c'est parce que l'opéra raconte des histoires. Quand on écoute du Chopin, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire. À la rigueur, il y a quelques musiciens comme Berlioz qui racontent la symphonie fantastique, des choses comme ça. Mais il aimait toute la musique. Enfin, il considérait que la musique était un art majeur, vraiment. Mais il adorait l'opéra. Et à la fin de sa vie, il s'est mis à aimer beaucoup le bel canto. Moi, j'aimais pas trop. Enfin, on avait des discussions là-dessus, mais il était très, très amoureux du bel canto, mais il aimait énormément Wagner, parce que alors, les histoires que raconte Wagner, là, ça l'intéressait. Hein. Il y a évidemment du conte dans la tétralogie ou Parsifal. Il aimait beaucoup Parsifal. Et voilà, la tradition européenne des contes, ça lui plaisait beaucoup. Il aimait beaucoup la musique russe aussi, l'opéra russe. C'est pareil, hein, Boris Godunov, ça raconte une histoire et pas n'importe laquelle. Et voilà, mais... alors il écoutait des disques avec Clerget, mais moi je l'entendais en parler, mais j'étais pas là, hein, c'était leur relation. D'accord. D'ailleurs, il dit dans l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie, donc, qui a été diffusée le 30 novembre 1978 exactement, il disait qu'il avait un regret, c'était de ne pas avoir publié un recueil pour piano. Il voulait vraiment, et on était en 78, donc il lui restait encore... Pas, mais écrire un accompagnement pour ses poèmes, c'était surtout ça. C'était ça, voulait, oui. D'accord. C'est quand même pas la même chose... Il parlait, hein, je l'ai en tête, hein, la phrase d'un petit recueil pour piano. Bon, voilà. Alors, oui, peut-être, mais moi, ce que je sais, c'est qu'il était dans cette idée précise alors, il faisait des exercices, bien sûr, pour ça. Et mon mari a écrit un texte dans le dossier H. Oui, absolument, tout à fait. La musique où il évoque tout ça. Oui, moi, je suis allée voir à l'opéra avec lui Electra, de Richard Strauss, et puis Samson et Dalila. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il m'a invité aussi 2 fois. Il prenait toujours un abonnement en double et il invitait ses amis. Alors surtout Clerget, mais c'était... Et puis il était passionné, hein. Il était sur le bord du fauteuil. C'est tout juste, il prenait pas à partie le méchant baryton qui voulait nuire au ténor et à la soprane. Ah oui, d'accord. Alors, une question différente maintenant. Quels étaient les... Alors, Pierre Gripari est aujourd'hui connu surtout pour un écrivain pour enfants, alors que c'est surtout en réalité, quand on connaît l'œuvre de Pierre Gripari, un écrivain pour adultes, même s'il a écrit aussi pour les enfants. Est-ce que vous savez quels étaient les rapports que Pierre Gripari avait avec les enfants? Est-ce qu'il avait un contact facile avec eux et est-ce qu'il les connaissait bien? Parce qu'il n'était pas du tout entouré d'enfants dans sa vie personnelle. Quand il y avait des enfants, il les considérait comme des adultes. Moi, à ce moment-là, quand je le fréquentais beaucoup, j'avais 2 enfants avec moi, dont ma fille, et il leur parlait, il leur prêtait attention, il était gentil avec eux, mais il n'était pas dans la position de l'adulte qui se refait, enfin qui retombe en enfance, vous voyez, comme sont beaucoup de gens.
qui font ça souvent en porte-à-faux. Oui, qui parlent un petit peu de façon il n'était gaga. pas du tout comme ça. Ouais. Et il n'aimait pas beaucoup faire des rencontres avec les enfants. Ce qu'il était appelé à faire à la fin de sa vie quand même, parce que Dimitri ne lui demandait pas évidemment d'aller faire des rencontres. Et puis là, il n'y avait pas de... Il n'éditait pas pour les enfants. Mais chez Grasset Jeunesse, quand même, on lui demandait un petit peu d'aller dans des bibliothèques ou dans des écoles, des choses comme ça. Ouais. Pas beaucoup, hein, parce beaucoup. qu'elles savaient, ces éditrices, elles savaient qu'il n'aimait pas trop ça. Et il disait que les enfants, qu'ils étaient très gentils, enfin, il n'avait pas de... On ne peut pas dire qu'il n'aimait pas les enfants, c'est pas ça. Mais il les considérait, je pense, comme de futurs adultes dont il fallait former l'esprit. Et dans ses contes, c'est tout à fait ça, parce qu'il n'hésite pas à utiliser des mots difficiles, en se disant, bon, ils l'apprendront, avec le contexte, et ils sauront un mot de plus. Il n'avait aucune complaisance, vous voyez, avec l'enfance. Voilà. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est une attitude qui est assez bonne. Peut-être que c'est lui qui me l'a inspiré, j'en sais rien. Mais il disait que quand il y avait des réunions avec des enfants, que les enfants, on leur fait une lecture, et puis après, on leur dit, il faut poser des questions et tout ça. Alors, il y en a un ou deux qui posent une question intéressante, mais la plupart du temps, ce n'est pas des questions intéressantes. Et donc, il faut qu'il fasse le pitre, qu'il raconte les histoires, ça l'embêtait, quoi. Il considérait qu'il n'avait pas le temps. Mais il était déjà plus tout jeune à ce moment-là. Oui, c'était il avait vers la soixantaine, il considérait qu'il fallait absolument qu'il garde son... Ça l'angoissait un peu. Il avait peur d'être malade et de mourir ou de plus avoir d'idées, d'être trop vieux pour écrire. Et les idées qu'il avait encore dans ses dossiers, il voulait absolument les mettre en œuvre. Donc il considérait que ces rencontres, c'était pas très utile. Mais il les faisait volontiers quand il fallait. Il boudait pas, il n'était jamais de mauvaise humeur. Il était toujours tout à fait aimable. Alors par rapport au conte de la rue Broca, là, Ouais. c'est une question qui mêle un peu un ressenti personnel. Moi, je n'ai pas connu Pierre Gripari, mais je l'ai connu à travers ses livres et je l'ai connu en tout début de collège, en sixième, dans les années 90, où on nous a fait lire les contes de la rue Broca, qui a été pour moi l'un des meilleurs livres qu'on m'a fait lire à l'école, parce que quand on met des livres entre les mains d'un enfant, ou même d'un étudiant, c'est toujours très compliqué parce que c'est une lecture imposée. Et avec le recul maintenant, je me dis ce que j'avais profondément aimé dans les contes de la rue Broca, c'est que c'était à la fois des contes qui allaient puiser leurs sources chez, par exemple, Perrault, oui, ou chez Grimm, et en même temps, c'était des contes extrêmement modernes parce qu'ils étaient tous urbains. C'était vraiment des contes urbains. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec... Oui, il le revendiquait, et c'était l'héritage de Marcel Aimé, ça. Oui, d'accord, voilà. J'ai compris. Lui, il l'entendait comme ça. D'accord. Mais ça lui convenait parfaitement. La fée du robinet, par exemple, avec la divinité des sources qui réapparaît dans un robinet au-dessus d'un évier dans une HLM, c'est une idée magnifique, je trouve. C'est une très belle idée. Et il y en a plein comme ça. Donc, c'est tout à fait ça. Mais il considérait que là, il n'y avait pas un temps déterminé pour une œuvre littéraire. Il considérait que les thèmes, on les reprenait à travers l'histoire tout le temps. Vous voyez, c'était les mêmes thèmes depuis la nuit des temps, quoi. Oui, les sorcières, les fées, Oui, et puis ce que ça signifie. Alors, le côté légendaire est plus ou moins mis en évidence selon les époques, mais dans une époque matérialiste, on va pas faire ça, mais on va faire que le chef d'entreprise, c'est un personnage de conte aussi, ou je sais pas quoi, enfin, j'ai pas réfléchi à la question pour pouvoir faire une démonstration, mais pour lui, tous les personnages et les situations qui tiennent la route dans l'histoire de la littérature, c'est comme ça. Après, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et qui passent avec leur temps. Hein. Oui. Il y en a, et c'est bien comme ça. Il y a toujours quelques œuvres qui surnagent, et le piédestal de ces œuvres, de ces grands écrivains, c'est la compagnie des gens de lettres qui écrivent, et puis qui écrivent bien, et puis qui régalent leurs contemporains éventuellement, et qui animent ce monde. Mais les grands écrivains et les grandes œuvres surnagent au-dessus de tout ça. Elles prennent leurs racines là-dedans, mais elles s'élèvent au-dessus, quoi. Par des phénomènes absolument mystérieux, si on pense à des gens comme Proust
ou Céline, c'est curieux, quoi. C'est très mystérieux. C'est pour ça que l'histoire est ouverte, aussi bien en littérature que dans tous les événements. Alors, j'avais une question maintenant qui concernait les rapports de Pierre Gripari avec les animaux, parce que là non plus, alors il a très peu écrit sur les animaux, il n'était pas du tout entouré d'animaux, ou enfin que je sache, mais on sait par exemple qu'il aimait les chats. Je pense par exemple à un roman qu'il considère un peu comme secondaire. Moi je considère que c'est un roman qui est très bien écrit, très original, qui est Moi Mitoune et Jolie. Donc il aimait les chats, mais il n'a jamais eu d'animaux domestiques, sauf dans son enfance avec la chienne Diane, qu'on voit d'ailleurs dans une photo que vous avez reproduite dans Dossier H, quand il vivait en province. Voilà, c'était à ses parents. C'était pas lui qui l'avait, c'était la chienne de la maison sans doute, mais j'en sais pas grand-chose, il ne m'en a jamais parlé. Et en fait, il aimait beaucoup les animaux de ses amis, et avec beaucoup d'humour. C'est-à-dire quand il arrivait dans une maison où il y avait des animaux, tout de suite il leur parlait, il faisait une plaisanterie à propos des animaux, il se mettait à quatre pattes pour jouer avec eux, etc. Les chiens, les chats, tout. Et chez moi, pendant une période, j'avais un chat qui s'appelait Pouchkine. D'accord. Évidemment, ça lui plaisait beaucoup. Et quand il arrivait chez moi, il posait son manteau, son sac, il se mettait à quatre pattes, il parlait à Pouchkine et il lui récitait les Rouslan et Ludmila de Pouchkine. Il y a une histoire de chat qui grimpe à un arbre, enfin je sais pas quoi, c'était en russe, donc je ne comprenais rien. Il lui récitait du russe. D'accord, ah oui, le chat prenait ça très bien. Et c'est resté dans les annales. Mais c'était comme ça, plusieurs personnes que je connais qui avaient des animaux avaient toutes des histoires de ce genre. Par exemple, j'ai une amie qui avait 2 grands chiens. Alors, quand il arrivait, il disait « Ah, mais la soupe que tu fais pour tes chiens, ça sent tellement bon, j'en veux aussi, enfin, etc. » C'était toujours sur le mode amusé, plaisant, qui s'occupait des animaux. Voilà. Qui s'intéressait aux animaux. Mais non, mais avoir des animaux dans les conditions où il vivait, c'était impensable de toute façon. Et puis ça faisait partie des choses qui auraient chargé sa vie. Hein. Parce que, bon, c'est vrai, si vous avez un chien, en plus dans une chambre d'hôtel ou dans une petite pièce comme celle où il vivait, c'est pas possible. C'est pas évident. À Paris, etc. Donc c'était pas possible. Non, la question ne se posait même pas. D'accord. Pas de femme, pas d'homme, pas de chien, pas de chat. Est-ce que Pierre Gripari fréquentait d'autres écrivains, des artistes de manière générale? Non. Très peu. Enfin, il n'était pas contre, mais ça se trouvait pas parce qu'il fréquentait pas du tout. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'était pas du tout dans les réseaux, dans les mondanités. Donc, et puis les écrivains qui sont comme lui, il y en a, des écrivains un peu sauvages qui sont comme lui et qui vivent retirés éventuellement au fond des bois, à la campagne. Bon, on ne les voit pas, donc il n'avait pas l'occasion de les rencontrer. Mais il n'était pas du tout hostile à ça, mais il n'était pas du tout dans la même façon de vivre sa passion, enfin son travail et sa destinée d'écrivain, comme des gens qui sont normaux, on va dire, c'est-à-dire qui essaient de rencontrer des éditeurs, de se faire connaître dans tel milieu et tout ça, c'est normal, hein, on ne peut pas le leur reprocher. C'est Gripari qui était particulier. D'ailleurs, il était même particulier dans son accoutrement, puisque j'ai lu, notamment dans le Dossier H, entre autres choses, que par exemple, pour faire un ourlet, il agrafait non, c'est pas dans le Dossier H, je crois que c'est vous qui dites ça, qui rapportez cette anecdote dans un reportage sur France Culture, où il agrafait, à la place de faire un ourlet, il agrafait son pantalon. Il travaillait dans un bureau le matin. Il fallait que ça serve à quelque chose, donc il y avait des agrafeuses dans les bureaux. C'était particulier comme façon de faire. Oui, c'est pas des critères de... Non, alors en fait, pour les soins de son corps et de son accoutrement, bon, il portait des vêtements un peu trop longtemps, c'est vrai, mais il avait, ça vous le savez, il avait un carton chaussette, un carton slip, un carton pull, je ne sais plus exactement, enfin bref. C'était son armoire, son placard, et puis il aimait pas se laver par petits bouts, sans doute il allait dans les bains-douches. Alors il allait 1 fois par semaine décaper l'homme dans un bain-douche, il allait à la piscine quand il pouvait, il aimait beaucoup nager. Et quand il allait chez sa cousine qui habitait Porto,
il était ravi parce qu'il allait nager. Elle habitait loin de la mer pourtant, mais il se débrouillait pour aller nager. Et puis, donc il était, mais à cette époque-là, ça existait, maintenant ça n'existe plus, les bains-douches, mais c'était assez fréquenté, hein, dans les quartiers populaires où les gens avaient des appartements sans salle de bain, où on se lavait à l'évier, dans la cuisine, où il y avait un gant de toilette et des brosses à dents au-dessus de l'évier, souvent dans les familles jusqu'aux années 70. Hein. Donc les gens allaient le samedi ou le dimanche prendre des bains-douches, prendre un bain. Alors il faisait ça, et puis il avait lui-même son linge, enfin c'était pas toujours bien lavé, net, mais il avait des sandales dès qu'il pouvait, et voilà, mais on était habitués à ça. Par rapport à ça, est-ce que ces conditions spartiates, l'absence de salle de bain, est-ce que vous pourriez nous parler de ces deux chambres qu'il a occupées? Oui, alors la dernière, rue de la Folie-Méricourt, c'était une pièce au premier étage. Je n'ai pas bien la notion des mesures, mais c'était pas si petite que ça, mais enfin c'était quand même pas une grande pièce. Il y avait un lit qui se repliait sur le mur, c'est-à-dire qu'il avait tout l'espace. Si le lit en plus c'était un grand lit de 2 personnes, donc parce que je crois que les meubles de ce genre ça n'existe qu'en version 2 personnes, enfin bref, c'était déjà dans la piaule comme il disait quand il est arrivé, et puis il avait apporté quand même une table, une chaise, c'est pour ça qu'il disait pour la première fois de ma vie je suis dans mes meubles. Et puis le fond de la pièce c'était un évier. Il y avait un coin cuisine quoi, mais lui il faisait jamais de cuisine, hein. Il n'avait pas de quoi chauffer. Il mangeait des fruits, souvent des céréales avec du miel et du lait le soir. Il y avait les toilettes à mi-étage sur le palier, qui n'étaient pas qu'à lui, quand même dans les années, en 1990 encore. Hein. Oui. Voilà. Et puis c'était ce genre de petit immeuble du début du XXe siècle qui est destiné pendant je ne sais pas combien de temps à être démoli, remplacé par un grand immeuble, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'étages, si je me souviens bien, il devait y avoir 3-4 étages, c'est tout. Et voilà, donc ça c'était pas gai quand on y arrivait, mais enfin bon, c'était chez lui. Alors il y avait un fauteuil relativement confortable pour les gens qui venaient lui rendre visite. En général, on allait déjeuner avec lui, chez Dany, puis après on montait au premier étage, on s'asseyait dans le fauteuil, et lui à sa table, sur une chaise, et il lisait ces derniers textes qu'il avait écrits récemment. Donc voilà, c'était le traitement de ses amis, c'était plutôt agréable. Et puis alors, le plaisant logis avant, non là, je crois pas qu'il recevait des gens, puis c'était vraiment une chambre d'hôtel avec un lavabo, enfin c'était pas... Rue de la Folie-Méricourt, c'était mieux quand même. C'était mieux. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les différents témoignages. Peut-être que ça m'a vraiment ému, pas fait pitié, c'est pas la question, parce que je comprenais bien qu'il préférait ça à s'offrir en faisant plein d'efforts qu'il ne voulait pas faire, un plus grand luxe. Hein. Et il y a vécu longtemps, parce que la chambre du boulevard de Port-Royal, où d'ailleurs on s'était rendu, enfin en tout cas pour l'immeuble, il y a vécu de 63 à 78, puisqu'il a été mis dehors, comme vous nous l'expliquiez dans une émission précédente. Et ensuite, rue de la Folie-Méricourt, c'est de 78 à sa mort en 1990. Là, ça a été ce sont des périodes qui sont quand même très 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 longues pour dans des conditions. Hein, c'est logis. D'accord. Oui, il s'en plaignait pas du tout. Et on lui aurait offert un secrétaire ou je sais pas quoi, un meuble pour lui faire plaisir. Il aurait été bien embarrassé. Là, moi j'ai raconté une histoire dans le tombeau de pierre sur le fait que je lui avais offert un jour un agenda, un bel agenda, parce que je me dis toujours, c'est pas seulement Gris Paris m'y a fait penser, mais je me dis toujours que quand on est pauvre, il faut vivre dans le luxe d'autant plus, parce que sinon la pauvreté est insupportable. Bien sûr. Donc je lui avais offert un bel agenda pour Noël un jour, et puis j'étais toute contente de moi. Et puis j'ai vu le carnet de Moleskine revenir très vite. J'ai jamais vu sortir de sa poche. Il notait tout le temps des trucs dans son carnet de Moleskine, à la fois les rendez-vous, les perspectives, et puis des idées qui lui venaient. Et donc
j'ai compris là qu'il ne fallait pas trop s'en mêler. Et quand il est, les derniers jours de sa vie, quand il avait rendez-vous pour aller à l'hôpital, bon, on le savait depuis quelques semaines, quoi, un mois au moins, et il y avait une amie, sachant qu'il n'était pas très... que dans les cartons, il n'y avait pas de carton pyjama, elle lui avait offert un super pyjama pour qu'il aille à l'hôpital, qu'il ne soit pas un pauvre misérable à l'hôpital, et il l'a donné à Dany. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. Voilà. Donc vraiment, il ne gardait rien. Il est allé à l'hôpital Ah tout oui. nu, avec le linge de l'hôpital. Et il s'en fichait totalement, même de l'image qu'il pouvait donner. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi dans le dossier H un voyage qui a été dessiné par Philippe Dumas Oui. À La Réunion, où on le voit débarquer à l'aéroport. Alors c'est un dessin évidemment, il n'y a pas de photo, mais c'est d'après les souvenirs de Philippe Oui. Dumas. On le voit débarquer à l'aéroport avec 2 sacs plastiques en guise Oui. de valise, Mhm. un pantalon qui tient avec une ficelle, un espèce de long Oui. manteau, une parka, alors qu'il devait faire une chaleur épouvantable. Enfin, il s'en fichait vraiment complètement. Enfin, Oui, c'est vraiment le cas de le dire. Il était et puis totalement avec détaché. une assurance qui fait qu'il était rasé, propre. Enfin, Oui. c'était pas un clochard, hein, pas du tout. Ses vêtements n'étaient pas tout à fait au cordeau net et tout ça, mais bon, il n'avait pas du tout l'air accablé, misérable et tout ça. Du coup, on oubliait assez vite ça. Enfin, moi, je l'oubliais assez vite. Et puis, oui, quand il a voyagé avec Philippe Dumas, il est arrivé avec ses sacs plastiques et puis il est reparti avec plein de cadeaux qu'on leur avait fait tout le long du voyage et qu'il a donné à tout le monde avant d'arriver à l'aéroport pour repartir. Il a distribué les cadeaux qu'on leur avait faits. D'accord. Donc on retrouve à nouveau le détachement. Ça devait être des friandises, enfin, je sais Oui. pas, des fruits, De des choses comme ça. l'alcool, Qu'est-ce qu'on peut donner à La Réunion? oui. Oui, de l'alcool, je sais pas. Bah, vous lui demanderez à Philippe Dumas. Je lui demanderai. Parce que, alors là, Philippe Dumas, il en était resté comme de ronde-flanc, hein, parce que il ne le connaissait pas avant. Il était simplement l'illustrateur de ses Texas contes. Jim, Oui. et il a très bien illustré d'ailleurs, mais c'était une rencontre professionnelle en quelque sorte, comme avec Lapointe. Mais moi, il ne m'a jamais parlé de Philippe Dumas, mais bon, c'est possible aussi qu'il ne me parlait pas de tout, hein. De Lapointe, il m'en a parlé, il était vraiment ému et content de l'avoir rencontré, de l'avoir connu. Mais Philippe Dumas, il m'en a pas parlé. C'est après que j'ai connu Philippe Dumas, après la mort de Pierre. D'accord. Mais bon, moi, depuis la fin des années 60, comme je disais, j'ai toujours fréquenté Pierre Gripari jusqu'à sa mort. Mais il y a eu 7-8 ans où j'ai vécu en province, où j'ai quitté Paris. Et quand je venais à Paris, j'allais vite déjeuner avec lui. Je me précipitais rue de la Folie-Méricourt pour le voir. Je prenais rendez-vous avec lui chaque fois que je venais à Paris, mais c'était quand même pas très souvent. On s'est moins vu dans cette période-là. Mais bon, de toute façon, c'était pas l'homme des confidences. Il parlait pas de lui-même. Il parlait pas des gens. C'était pas du tout le genre à dire du mal des gens. Où il était extrêmement bienveillant. Et puis quand il y avait des trucs qui manifestement n'étaient pas qu'il trouvait pas très sympathique, il était muet, il ne commentait pas. Donc ça c'est bien ce que vous dites, parce que c'est vraiment ça vient contrebalancer et contredire tout ce qu'on a pu dire sur lui, que c'était un fasciste, un homme d'extrême droite. Après, il y a des fascistes qui sont aimables et gentils. Oui, c'est vrai aussi. C'est pas la question. C'est vrai aussi. Mais lui, il était... Bon, enfin, c'est toute une histoire, l'idéologie qu'on lui prête. Voilà, ce que je voulais dire, c'était plus cet aspect négatif, parce que forcément, un fasciste, il est forcément méchant. C'est plutôt ça que je voulais dire, qu'un fasciste est forcément... dur, autoritaire. Voilà, dur, autoritaire, etc. intransigeant. Et puis, c'est pas pensable que les gens soient ou ils sont antifascistes ou ils sont fascistes, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Oui, c'est très manichéen, surtout dans la société d'aujourd'hui. C'était déjà le cas. D'accord. Alors c'était avec le communisme avant. Ah oui. Vous savez, après 68 notamment, oui. Ben, même avant. Même avant. Après, à cause de la résistance, vous savez, à cause de la guerre. À la fin de la guerre, la résistance a mis la main sur toute la vie culturelle, intellectuelle, universitaire, etc. Il ne faisait pas bon dire qu'on n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait en URSS ou qu'on était anticommuniste.
Et puis il valait mieux, pour faire carrière, de toute façon, il valait mieux être, comme on appelait ça, compagnon de route, vous savez. D'accord. Voilà. Et puis après, bon, bah, ça c'est comme tout passe, hein, tout lasse. Voilà, ça s'est passé. Mais Gripari, lui, ça c'est très précis. Il a écrit, quand il a pris conscience il avait été emporté par le mouvement en 1945 comme tout le monde. Il le raconte dans Pierrot la Lune d'ailleurs très bien. Et après, quand il a compris ce qui se passait, il est sorti complètement de quelque rêve idéologique que ce soit. Mais il a écrit des nouvelles et des pièces de théâtre, surtout du théâtre, où il se moquait du communisme. C'est pas qu'il disait c'est pas bien, ils tuent tout le monde, il y a le goulag, etc. C'était pas du tout ça qu'il disait. Il se moquait de l'aveuglement, de la bêtise, de l'espérance dans des lendemains meilleurs, etc. Il s'en moquait d'une manière très efficace. Sartre disait d'ailleurs que si on était un anticommuniste, on était un salaud. Voilà, exactement. Donc là, ça lui a fermé définitivement le théâtre. Mmh. Oui, parce que lieutenant-tenant, il y a un fond quand même peut-être un peu subliminal, mais et puis il y a anticommuniste. Il y a un sentiment tragique du monde que les idéologies ne peuvent pas admettre. Parce que quand on croit à des lendemains meilleurs, c'est qu'on se dit, c'est accidentel s'il y a la guerre, les hommes sont bons, mais c'est la société qui les rend méchants. Enfin, c'est toute une affaire dont on ne viendra jamais à bout. Mais Gripari, à partir de ce moment-là, c'est pas il s'est moqué du communisme et de l'influence qu'il avait, tout au moins. Mais il était toujours attendri par le communisme dans les milieux populaires, chez les ouvriers et tout ça. Il disait qu'il y avait des gens très braves qui avaient cru, qui avaient travaillé dur, qui étaient... Oui, il y avait une sincérité, et peut-être une convivialité aussi, peut-être qui lui plaisait. Qui s'entraidaient. Bon, c'était vrai dans le milieu des mines, de certaines usines, enfin dans le monde ouvrier, oui, il avait raison, c'était vrai. Et ça, il s'en moquait jamais. Mais il se moquait des intellectuels, des gens qui faisaient autorité, qui la revendiquaient, etc. Et voilà. Et puis il s'est désintéressé en plus, il n'a pas tellement été lire des essais politiques et des choses comme ça. Il est passé outre et il s'est occupé exclusivement de philosophie, de littérature. Enfin, je veux dire, pour lui, les questions étaient plus philosophiques que historiques et idéologiques. Mais malgré tout, c'est un thème qui revient beaucoup, par exemple, dans Frère Gaucher ou le voyage en Chine. Oui. Là, c'était l'époque Mao, l'après 68. Alors, il y avait de quoi se moquer, parce qu'ils s'en moquent aussi, vous voyez. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est un thème comme ça. Les religions aussi reviennent beaucoup. Pour lui, et c'est l'homosexualité. un peu la même chose, parce que les religions, c'est une espèce d'illusion. Il ne faut pas s'illusionner, quoi. Il faut voir les choses en face. Bon, mais ça, c'est pas qu'une question de pensée, c'est une question de tempérament. Il y a des gens qui sont destinés à avoir besoin de ça, et puis c'est tout à fait respectable. Hein. Mais il a d'ailleurs, on retrouve ça aussi chez Marcel Aimé, finalement une tendresse pour ces personnages, même des personnages plus entre guillemets négatifs, absolument, ou même s'il n'y a pas vraiment de salaud forcément dans son œuvre romanesque, je parle, on sent qu'il y a quand même une tendresse, une bonté finalement. Bien sûr, oui, il y a une humanité. Voilà, une humanité très grande, c'est sûr, oui. Absolument. Et puis même pour les dieux. Alors, dans Monoméron, son dernier petit livre qui est paru après sa mort, on voit qu'il a une immense pitié pour les dieux dans lesquels on ne croit plus. Vous savez, les dieux qui végètent, qui meurent, qui se transforment en poussière parce qu'on n'y croit plus. Et pour lui, les personnages des contes, c'est des dieux, c'est des mythologies et des dieux païens qui sont morts et qui renaissent à travers les contes, qui ont une forme d'existence qui n'est plus sacrée, il n'y a plus de rituel, il n'y a plus d'exercice de la religion, il n'y a plus de croyance même, mais ils ont cette petite forme de survie. Enfin, il n'est pas le seul à le dire, ça, je crois. Ils sont devenus des personnages de papier. Je ne connais pas bien
la littérature des contes, mais ça fait l'objet d'études et de réflexions. Je crois que c'est une idée qui est très intéressante, je trouve, qui est belle même. Tout à fait. Que Riquet à la houppe soit une divinité chtonienne, c'est une belle histoire finalement. Et on peut sans doute explorer ça. Et je crois qu'il en parle dans le livre de Péroutet, la personne qui a écrit sur l'origine des contes. D'accord. En tout cas, il n'en parle pas dans l'histoire du méchant Dieu, parce que je l'ai lu encore récemment et ça ne me dit rien. Non, c'est plutôt dans Monoméron. Monoméron, ah oui, le dernier. Oui, parce qu'à partir du moment... L'histoire du méchant Dieu, c'est plutôt un pamphlet, hein, c'est pas un livre. Alors, il y a une chose qui est vraiment le fond de sa pensée. Si on veut connaître la pensée et quel usage il fait de son pessimisme, le plus beau, c'est l'Évangile du rien. C'est pas de lui, puisque c'est une anthologie de textes, mais des textes qu'on n'attend pas là, forcément. C'est des textes qu'il a choisis avec un petit côté aussi dérisoire ou distancié, certains, tout au moins pas tous. Et il y a une préface, enfin une longue préface, où il explique pourquoi, comment, et ce qu'il ressent, lui, ce qu'il pense. Ça, c'est vraiment tout à fait le fond de sa pensée. Et elle est extrêmement cohérente, sauf que c'est lui, c'est sa personne, c'est son pessimisme intrinsèque. Hein. Il n'a pas décidé d'être pessimiste. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est né sous le signe du Capricorne. Il paraît que ça fait des gens qui sont pessimistes, qui sont graves, pessimistes, sérieux, etc. Moi, c'est pas scientifique, hein, ce que je dis.